Alors bonjour à tous, l'averse vient de s'arrêter, donc j'en profite pour faire une courte introduction à cette vidéo. Nous sommes toujours un petit groupe à marcher vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On a rejoint depuis 3 jours la voie de Vézelay, après avoir pris à partir d'Angers la voie des Plantagenets qui allait du Mont-Saint-Michel vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On a changé de voie plutôt que la voie de Tours, parce que dans les Landes, on nous l'avait déconseillé. On ne regrette pas du tout ce choix. C'est magnifique depuis 3 jours, tout ce qu'on voit. On a dormi dans des abbayes. Là, on vient de dormir dans une ferme. À côté de Blazas, on a mangé une viande de bœuf excellente. Vraiment, c'est magnifique. Et hier, donc j'ai accepté une interview pour une chaîne russe. Alors ça a été assez épique puisque sans trépied, la lumière, etc. Le faire, donc il y a eu beaucoup de prises de vue pour finalement devoir tout recommencer parce que le décor a été un peu trop austère, histoire de faire une plus jolie présentation. Alors évidemment, quand on se répète pas, eh bien ça veut dire que tout est entièrement recommencé. Donc ce matin, ça a été mis en boîte. Résultat, on est parti un peu plus tard que les derniers jours. On essaie de partir vers 8h30, 9h. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Je remercie. Alors, vous êtes malheureusement très rares à avoir décidé d'aider dans cette longue marche et d'aider en me proposant d'acheter du miel ou en faisant des dons. Donc si vous pouviez être un peu plus nombreux, ce serait vraiment sympa parce que c'est en fait assez plus difficile que ce qu'on imagine. Donc c'est l'époque contemporaine qui doit vouloir ça. En tout cas, si vous êtes un certain nombre à pouvoir aider, ce serait vraiment bien. La vidéo que vous allez voir et qui passe dimanche en extrait sur une grande chaîne fédérale russe qui s'appelle NTV, où je suis invité régulièrement, et on parle dans l'entretien des livraisons d'armes longue portée, des F-16 et finalement de cette escalade permanente. Évidemment, on évoque également tout ce qui se passe du côté de Gaza et maintenant de Cisjordanie. On parle également de la situation en France et du trouble, y compris jusqu'en Russie, au sujet du sexe de Brigitte Macron. Donc du genre, pour être plus précis. Tout ça est j'espère assez passionnant. Donc merci de vos partages, merci de vos commentaires. Et pour ceux qui peuvent, merci de votre aide. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, 55 BE2LE-CHA2SE.com. De toute façon, ça s'affiche en bande sur l'image, ou alors si vous préférez faire un don avec PayPal ou autre, eh bien c'est possible à newsletter@55lecampanile.com, ou tout ce que vous souhaitez si vous voulez envoyer par courrier ou autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie. Je vous dis à bientôt, bonne vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, et je ferai, je pense, ce week-end une lettre sur mon Substack. Et bon, les journées sont vraiment longues, on marche entre 8h et 10h. Hier on a marché 39 km, aujourd'hui en principe ça devrait être un peu plus de 30 km. Donc écoutez, c'est magnifique, je découvre que j'aime la marche et qu'elle me le rend bien, donc c'est une chouette expérience. En tout cas, bon visionnage et à très bientôt. Merci pour votre aide. Au revoir.
Les États-Unis pourraient annoncer à l'automne l'inclusion de missiles à longue portée JASM dans le programme d'aide à Kiev, a écrit Reuters à ce sujet. Zelensky a déclaré que seuls 4 pays peuvent fournir à Kiev des armes à longue portée. États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne. L'objectif de Kiev est-il de maximiser l'implication de ses alliés dans le conflit ? Alors, il faut savoir que quand Reuters fait passer une telle information dans la presse, ils sont vraisemblablement pilotés. Donc, ils annoncent qu'ils ont diverses sources concordantes pour confirmer que le département d'État américain va mettre dans la liste des armements qui seront fournis à Kiev après le début de l'automne 2024 des missiles longue portée. Mais si ça sort dans la presse, c'est que ceux qui veulent livrer ces missiles ont envie de tester les différentes opinions publiques. Ils ont envie de tester d'une part la réaction des Russes et également ils ont envie de tester les opinions publiques américaines puisqu'on est en période de campagne électorale. Est-ce que c'est quelque chose qui peut influencer l'évolution des votes et éventuellement au sein des partenaires dans le cadre de l'alliance de l'OTAN, mais plus largement tous les pays qui ont été impliqués dans la fourniture d'armes à l'Ukraine, y compris des pays du Proche, du Moyen-Orient ou autres, puisqu'il y a énormément de pays qui ont été sollicités pour fournir différents types d'armes. La Turquie, par exemple, avait fourni beaucoup de drones, et depuis quelques mois, la France et l'Angleterre avec les Storm Shadow et la France avec les missiles Scalp, qui sont des missiles de moyenne portée, équipent déjà l'armée ukrainienne, ce qui a permis d'avoir un certain nombre de résultats à revers du front contre l'armée russe, mais surtout contre les lignes d'approvisionnement et les lignes logistiques, les nœuds logistiques, les stocks d'armes et éventuellement les lieux de rassemblement de soldats. Donc tout ça devient assez compliqué à gérer pour les Russes. Si la profondeur devenait significativement plus grande avec la fourniture de ces missiles qui peuvent atteindre 350 km, voire même 1000 km pour les versions les plus modernes, on peut imaginer que ça irait jusqu'à facilement Moscou. Ce sont des missiles qui sont tirés depuis des avions. Alors ils ont été conçus pour être tirés depuis des avions F-16, mais ils pourraient être tirés à courte échéance depuis des avions russes, enfin ex-soviétiques, dont dispose encore l'armée ukrainienne. Ils en disposent parce qu'en fait ce sont les stocks d'avions qui sont arrivés de Slovaquie, de Tchéquie, de Pologne et qui n'étaient plus utilisés parce que ces pays ont déjà des avions normes OTAN, le plus souvent d'ailleurs des F-16. Donc Zelensky a beau jeu de dire que seuls 4 pays peuvent lui fournir ces armes. D'abord il demande ça depuis le début, il sait que c'est pas sur le terrain, sur la ligne de front qu'il a la moindre chance de gagner malgré la grande incursion du côté de Koursk. Il sait qu'en fait la seule manière pour lui d'emporter des victoires c'est sur le terrain de la communication et c'est avec des actions décisives. Et donc pour mener des actions décisives, il y a par exemple le pont de Kerch qui reste une cible prioritaire, donc le pont de Crimée qui reste une cible prioritaire pour à la fois l'armée ukrainienne, mais évidemment ses commanditaires de l'OTAN, puis des cibles très symboliques à l'intérieur du territoire russe, donc des grandes raffineries de pétrole, des grands dépôts de pétrole, des gares, ou tout type d'endroits qui vont sérieusement pénaliser à la fois l'approvisionnement de la ligne de front et surtout la vie des Russes. Juste avec l'incursion dans la région de Koursk, il a fallu que les Russes déplacent 80 000 personnes en quelques heures vers Moscou et en arrière des lignes de Moscou. Donc on voit que des opérations comme ça, même si elles n'ont aucune chance de réussir d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, sont purement des tactiques de communication pour remobiliser et donner l'impression qu'une forme de victoire est possible, puisqu'ensuite les médias font un travail pour magnifier, entre guillemets, le sens de l'opération et sa portée.
En passant, il y a eu plus de 35 000 hommes qui ont été engagés par l'Ukraine sur l'incursion de Koursk, et il y a à peu près 2000 morts chaque jour depuis dans les troupes ukrainiennes, en plus de ceux qui continuent à mourir sur le reste du front. Donc on va très vite arriver à ce qui a été annoncé quasiment dès le début, puisque en mars, il y a eu une possibilité de paix qui a été détruite par les partenaires de l'Ukraine, et qui ont dit non, vous devez vous battre, c'est essentiel, jusqu'au dernier Ukrainien. On risque d'arriver au moment où le combat aura lieu jusqu'au dernier Ukrainien, puisque ce sont des générations entières de jeunes Ukrainiens, et maintenant la mobilisation se fait de plus en plus jeune pour aller à la guerre. Donc c'est passé de 27 ans à 25 ans, puis 23 ans, et maintenant ils envisagent même des pré-mobilisations dès 17 ans pour que les soldats puissent être envoyés au front dès 18 ans. Donc ce qui sous-entend la prévision d'une guerre véritablement longue, avec sans cesse du nouveau matériel ukrainien pour ralentir l'avancée des troupes américaines. Impeccable. Là, je suis désolé, c'est... Les systèmes de défense aérienne peuvent-ils fonctionner contre ces missiles à longue portée ? Alors les systèmes de défense antiaérienne russes, on l'a vu, sont véritablement les plus performants au monde. Et surtout le nouveau système S-500 est un système avec des missiles d'interception qui volent à vitesse hypersonique et peuvent changer de trajectoire. Donc c'est une technologie qu'aucun autre pays n'a et qu'aucun autre pays approche, surtout pour des systèmes antiaériens. Mais néanmoins, ce type de missile qui vole à très basse altitude, sur, comme je l'ai dit, entre 350 et 500 km, voire 1000 km pour les dernières versions, est difficile à arrêter parce qu'ils volent sur des trajectoires qui sont préprogrammées à très basse altitude de façon furtive. Et donc, ça va être un peu une surprise de voir l'efficacité des systèmes antimissiles, d'autant que les missiles américains JASM n'ont été utilisés qu'une fois. C'était 18 d'entre eux ont été envoyés sur des objectifs militaires en 2018 en Syrie, avec un succès modéré. Pourtant, ils sont annoncés comme extrêmement précis et avec des charges de 450 kg. Néanmoins, le résultat a été relativement ambigu. Donc je continue à penser qu'il y a énormément de communication, il y a énormément d'intoxication, il y a énormément de volonté de pousser la Russie à l'escalade et à l'erreur pour que l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis continuent à présenter vis-à-vis de leurs opinions publiques la Russie comme le danger pour l'équilibre mondial, un pays qui a un appétit similaire à celui qui aurait pu être celui des nazis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, il n'en est rien. La Russie n'a aucune raison de vouloir s'étendre nulle part. Quel intérêt aurait-il à récupérer des pays qui sont exsangues et qui sont dans une situation absolument catastrophique, alors que chez eux, il n'y a pas de LGBT+, il y a tout type de ressources agricoles, il y a des universités qui forment d'excellents ingénieurs, hommes et femmes, il y a une industrie qui est en forte croissance, il y a une économie, enfin une agriculture qui est ultra performante, puisque la Russie est devenue le plus grand pays producteur agricole au monde. Là maintenant, ils avancent très vite dans le domaine du bétail. Et ils ont des relations très fortes et extrêmement solides avec la Chine, qui est le plus grand acteur économique mondial. Et ils ont également des relations saines et même dites stratégiques avec l'Iran, qui sera également un des champions de l'économie mondiale d'ici une dizaine d'années, si les choses évitent le chaos. Donc on voit bien que la situation est
explosive, mais que l'explosion ne viendra pas de la Russie, que l'OTAN va la chercher avec l'Ukraine, vraisemblablement au moyen de nouvelles actions terroristes, comme avec le pont de Kerch ou avec Nord Stream 1 et 2, et donc il doit y avoir une vigilance très forte. À cet égard, je rappelle le nombre de chefs d'État qui ont subi des tentatives, voire des assassinats réussis, à commencer par Abe au Japon, qui était en campagne pour revenir au pouvoir, mais également des accidents étranges comme le président iranien, et voir cette balle qui a effleuré le visage de Donald Trump et a déchiré son oreille lors d'un meeting électoral. Et toutes les informations prouvent que l'État démocrate était d'une manière ou d'une autre impliqué. Donc on voit qu'il n'y a plus aucune limite. Les dirigeants de nombreux pays du monde sont devenus complètement instables et erratiques. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Heureusement que la Russie est calme et avance sereinement et ne tombe dans aucun piège. Allez, si le décor est bien. Hein? Vas-y. Zelensky parle toujours de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée. Eh bien, cette autorisation est-elle vraiment nécessaire? Après tout, il attaque le territoire russe avec d'autres armes occidentales sans aucune autorisation. L'OTAN est réellement impliquée dans le conflit ukrainien? Alors, il y a toujours une ambiguïté sur la manière avec laquelle les armes peuvent être utilisées. Initialement, dans toute la première phase, l'OTAN déclarait qu'elle aide à la formation des soldats, à l'intégration, communication, gestion des troupes, des chaînes logistiques et des armes légères. Puisqu'à ce moment-là, le stock d'armes ex-soviétiques qui étaient présentes sur le territoire ukrainien semblait suffisant pour mener une guerre qui n'aurait pas dû s'annoncer si longue, puisque si on se rappelle, les ministres de nombreux pays, dont la France, annonçaient que la Russie allait s'écrouler immédiatement sous le coup des sanctions. Donc ça devait être une guerre économique éclair contre la Russie, une guerre avec provoquer une révolution de couleur, voire des assassinats ciblés, mais du côté de l'OTAN, personne ne pensait que la Russie serait capable de résister aussi fort, et il s'était assuré de ça en mettant une pression très forte sur les partenaires traditionnels de la Russie, puisqu'un peu avant le début de l'opération spéciale, il y avait une tentative de révolution au Kazakhstan. La Chine était véritablement esselée par plein de mouvements de troupes américains du côté de Taïwan, et il y a eu assez vite l'annonce que la Finlande, la Suède allaient rejoindre l'OTAN, et la Biélorussie venait de vivre un peu plus tôt une révolution de couleur. Donc il y avait véritablement un isolement fort de la Russie, avec pour seul partenaire finalement l'Iran. Mais Iran qui est sous le coup de sanctions de très longue date et sans cesse sous la pression des États-Unis, la pression militaire des États-Unis et de l'Iran et d'Israël. Donc quand l'opération spéciale russe commence, ces pays pensent que ça va s'effondrer très vite, et effectivement qu'il n'y aura pas besoin de fournir des armes lourdes, ni d'avions, ni de missiles longue portée. Finalement, les choses ne se passent pas de cette manière, malgré la destruction de Nord Stream, malgré une première tentative qui a quasiment abouti de destruction du pont de Kerch, que finalement les Russes ont réussi à réparer en quelques mois, puisqu'il y avait un certain nombre de tronçons qui étaient tombés. Eh bien, la Russie non seulement résiste, mais avance de plus en plus dans le territoire ukrainien pour réunir sous la même bannière l'ensemble du territoire du Donbass, qui est un des objectifs de l'opération spéciale russe. Néanmoins, et c'est un peu malheureusement le cas, l'OTAN, l'Union européenne font passer le message qu'aucune paix n'est acceptable et ne sera acceptée avec la Russie,
qu'il faut que la Russie réalise qu'elle va perdre cette guerre et que finalement elle accepte les conditions de l'OTAN. Et quelles sont ces conditions de l'OTAN? C'est que l'Ukraine rejoigne l'OTAN et que finalement, petit à petit, la Russie soit vouée à disparaître avec un adversaire agressif juste à ses portes. Et donc c'est un peu la situation actuelle. Certains pays européens ont déjà autorisé les forces armées ukrainiennes à utiliser les armes reçues à leur discrétion. L'Occident a-t-il déjà fourni toutes les armes nécessaires à l'Ukraine? Ou y a-t-il une chance qu'il puisse s'intensifier et transmettre à longue distance? À quoi pourraient conduire de telles décisions? Alors, l'Occident, par la voix du président français Emmanuel Macron, a même évoqué, d'une certaine manière, la mise à disposition de l'arme nucléaire. Ça n'a pas été fait de façon extrêmement nette et précise, mais c'était suffisamment flou pour dire que finalement le parapluie nucléaire français pourrait devenir un parapluie nucléaire européen, donc intégrer la Pologne, et c'était une menace véritablement directe à la Russie en disant voilà, nous les Français, on va changer les règles de notre dissuasion nucléaire, de la même manière que la France avait annoncé et a sans cesse annoncé qu'elle allait envoyer des troupes, mais véritablement des troupes françaises, pas des troupes de mercenaires, sur le territoire ukrainien. Le chiffre de 2500 a été annoncé, les Anglais également, les Américains sont beaucoup moins clairs sur la question, mais depuis la prise de Mariupol, on sait que des hauts gradés jusqu'à des niveaux généraux sont parmi ceux qui ont été sur le terrain en Ukraine pour piloter et diriger les forces de terrain, pas uniquement depuis des états-majors, mais également directement sur place, au contact de la ligne de front. À peu près toutes les utilisations d'armes de haut niveau, y compris des chars, mais en tout cas les avions, les missiles, donc les missiles Scalp français, les missiles Storm Shadow, et peut-être bientôt donc les missiles longue portée américains et les missiles Taurus allemands, nécessitent non seulement pour leur guidage des moyens OTAN, mais également pour leur mise en œuvre et leur pilotage des moyens OTAN. C'est-à-dire qu'il est très peu probable que les soldats ukrainiens puissent en quelques jours et même en quelques semaines apprendre à les utiliser. Ce sont des armes extrêmement chères puisque ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, et les missiles longue portée qui sont évoqués par les Américains pour l'Ukraine sont des missiles à 1 million d'euros pièce. Alors évidemment les Américains, comme toujours, ont des stocks considérables de ces missiles puisqu'ils en ont plus de 10 000 d'après les différentes sources, 10 000 missiles qui ont été fabriqués. Ce sont des missiles récents puisqu'ils sont depuis 2009 fournis, qui n'ont été utilisés qu'une fois en Syrie en 2018. Alors ils sont considérés comme ayant une précision entre guillemets diabolique, puisque après 350 km, ils atteindraient une cible de 2,4 mètres de diamètre. Donc ce sont des missiles vraiment sérieux, et s'il y a des infiltrations par des équipes de commando, véritablement la cible est atteinte au mètre près avec une charge de 400 kg. On peut imaginer les dégâts considérables que ça pourrait faire sur une centrale nucléaire, sur une raffinerie pétrolière ou même une gare à une heure de forte affluence. Donc ce sont des armes qui sont en plus extrêmement difficiles à arrêter avec des systèmes de défense antiaériens, puisqu'elles volent à très basse altitude avec une trajectoire qui est préprogrammée, et elles sont équipées de systèmes furtifs. En plus, elles volent à vitesse subsonique. Donc à part les systèmes les plus modernes russes S-400, S-500, ce sont des armes furtives et qui atteignent leur cible.
Donc ça ne va pas changer le cours de la guerre, mais ça va changer dans la mesure où ça fera des actions d'éclat et ça pourra faire un grand nombre de pertes plus que symboliques sur le territoire russe. C'est pour ça qu'on attend d'entendre les réactions des Russes, mais typiquement le ministre des Affaires étrangères Lavrov a fait comprendre que avec cette perspective de missiles longue portée fournis par les Occidentaux et qui ne pourront être que pilotés par les Occidentaux, et les Occidentaux évidemment seront responsables du choix des cibles, eh bien le territoire américain ne pourra plus être à l'abri de frappes en retour des Russes. Donc les Russes disent aux Américains, si nous sommes atteints par vos armes et que ça a des conséquences par exemple sur les civils, vous deviendrez une cible légitime pour les missiles russes. Donc on voit, comme l'a dit Lavrov, que cette perspective de donner ce type de missile aux Ukrainiens ouvre la porte véritablement à une escalade apocalyptique. De quel type de missile JASM s'agit-il? Quelle est leur portée? Quand ont-ils été créés? Que sait-on d'eux? Alors ce sont des missiles de fabrication américaine qui ont mis beaucoup de temps à finir d'être développés et c'est terminé depuis 2009. Alors il y a plusieurs versions. Il y a une version qui coûte quelques centaines de milliers de dollars, 400 000 $, et qui a une portée de 350 km. Ce sont des missiles air-sol, donc qui sont tirés par des avions, et ils ont été prévus pour être tirés par l'avion américain par excellence, qui est le F-16, puisque les Américains disposent de plusieurs milliers de ces avions en état d'utilisation, et d'ailleurs ils envisagent d'en vendre quelques milliers en Europe ou en Asie à leurs partenaires. Ce sont aussi des missiles qui depuis ont connu des évolutions, puisque maintenant il existe une variante avec une portée de 1000 km et capable de voyager avec une charge utile de 450 kg. Ils ont la caractéristique de voler à basse altitude, donc être très difficilement détectés par les radars, d'autant qu'ils bénéficient de technologies furtives. Et le pilotage se fait à la fois par une pré-programmation du trajet vers la cible, et c'est là que c'est très compliqué parce qu'en fait ce travail de pré-programmation c'est un vrai travail d'expert qui nécessite une connaissance parfaite de la topographie du trajet, des collines, des montagnes, des bâtiments sur le chemin, même éventuellement des arbres, pour éviter que ces missiles volant à basse altitude heurtent quoi que ce soit sur le chemin et qui forcément détruirait toute perspective d'atteindre une cible. Mais ensuite, il y a la possibilité d'être sur des signaux GPS, donc des signaux difficiles à brouiller par la Russie, et en phase finale d'approche, même des systèmes à infrarouge pour véritablement atteindre très finement la cible, ce qui peut nécessiter l'envoi sur le terrain de troupes commando pour véritablement marquer la cible et s'assurer qu'elle sera atteinte avec une probabilité très très forte, sauf si le missile était intercepté par des systèmes anti-missiles, pour lesquels les Russes ont véritablement des équipements parfaits avec les S-400 et les S-500, mais qui coûtent également très cher à mettre en œuvre et qui sont a priori plus à utiliser dans le cadre d'une escalade avec des missiles là pour le coup entre continents et avec des charges beaucoup plus lourdes et beaucoup plus dangereuses. Donc on est dans une situation intermédiaire qui est véritablement très grave, qui peut conduire à de nombreuses bavures, puisqu'on l'a vu que ce soit avec le pont de Kerch, avec Nord Stream, mais également avec beaucoup d'habitations civiles qui ont été atteintes par des missiles au cours des dernières semaines, que finalement les bavures ne gênent pas du tout
les troupes de l'OTAN, ni évidemment les Ukrainiens qui sont en poste. On avait d'ailleurs vu à cet égard la manière avec laquelle les prisonniers de guerre russes avaient été traités. On sent qu'on est véritablement dans une forme de barbarie et à laquelle n'échapperont pas les civils. Et là, je fais un petit aparté pour montrer à quoi servent les mêmes armes fournies par les mêmes partenaires à Gaza, où plusieurs dizaines de milliers de personnes, femmes et enfants, ont été tuées avec des situations de famine terribles. Je rappelle que dans l'incursion de Koursk, il y a beaucoup de civils qui ont été tués, il y a 80 000 personnes qui ont dû être déplacées et abandonner leur domicile en quelques heures, qu'ils retrouveront vraisemblablement dans des états complètement détruits, pillés à leur retour. Donc on est entré dans une escalade véritablement sans foi ni loi de la guerre, et cette escalade est commanditée par ceux qui veulent que les Ukrainiens meurent jusqu'à la dernière goutte de sang, et que quelque part l'inflation qui suit ça en Europe, les risques de famine aussi, puisque tout ça va avoir des conséquences très graves sur l'agriculture. La région autour de Koursk, l'Ukraine sont des pays, enfin des zones très productrices de nourriture. Et tout ça aura des conséquences néfastes pour les peuples en Europe. Donc on voit une spirale catastrophique qui est en train de se mettre en œuvre à l'initiative des chefs d'État européens. Que veulent-ils? Est-ce qu'ils veulent véritablement, comme le soulignait Lavrov, une apocalypse entre des très grandes puissances nucléaires? Eh bien, j'espère que non, mais en tout cas, ça en prend le chemin. Comment vont-ils utiliser l'Ukraine? Après tout, il n'y a pas d'autorisation officielle pour frapper profondément en Russie. Alors, il n'y a aucune autorisation officielle, même pour frapper la Russie. En fait, ce que disent les personnes du département d'État ou autres, c'est que la Russie est l'envahisseur et qu'ils fournissent des armes à l'Ukraine pour se défendre, mais que c'est à l'Ukraine, à son état-major, au régime qui est à la tête de l'Ukraine, donc l'Assemblée et le gouvernement, de prendre les décisions. Mais à cet égard, les Russes rappellent que la constitution ukrainienne ne prévoit pas un maintien de Zelensky au-delà de cette année, donc il n'a plus aucune légitimité constitutionnelle. Idem pour l'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire qu'on est véritablement en présence d'un gouvernement fantoche qui prend des décisions en dehors de toute constitutionnalité. De toute façon, les médias d'opposition ont été interdits, les partis d'opposition ont été réprimés ou interdits, et il n'y a aucun moyen de contester. D'ailleurs, on a des lanceurs d'alerte qui ont été emprisonnés, certains sont morts en prison, comme Gonzalo Lira, tout ça dans l'indifférence générale, c'est-à-dire qu'on est censé aider l'Ukraine en leur fournissant des armes et en leur laissant faire ce qu'ils veulent de ces armes, parce qu'ils sont censés être les protecteurs de la démocratie, et on voit qu'en fait l'Ukraine est devenue une véritable dictature, avec à sa tête des pantins, des comédiens. On a même la personne en charge de la communication, donc l'attaché de communication, qui est une intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'Ukraine est le premier pays à utiliser une intelligence artificielle pour communiquer sur la situation sur le front. Tout ça est risible, comme beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Je voyais d'ailleurs que les chaînes russes commencent à évoquer, les grandes chaînes russes commencent à évoquer le genre de Brigitte Macron qui serait Jean-Michel Trogneux. Il y a le même type de situation aux États-Unis. On voit que tout est absolument n'importe quoi. Les pays occidentaux utilisent l'Ukraine, mais utilisent également ce qui se passe au Proche-Orient et l'inflation pour mobiliser les peuples et faire suivre un agenda de chaos pour l'humanité entière qui pourrait s'avérer véritablement désastreux. Et c'est pour ça qu'en France et dans de nombreux pays,
eh bien, les gens voient la Russie plus comme un allié des peuples, comme un pays qui va essayer de stabiliser une situation qui devient chaotique, avec ses partenaires au sein des BRICS en particulier, avec la Chine. On remarque également la patience à cet égard de l'Iran, qui n'a toujours pas réagi aux nouvelles provocations très fortes d'Israël et qui n'a pas non plus réagi à l'invasion de la Cisjordanie, tout comme la Syrie et le Liban, puisqu'ils ont compris que c'était véritablement le piège d'Israël qui veut en découdre et profiter d'une forme de surpuissance nucléaire régionale pour vraiment détruire éventuellement des villes comme Téhéran, etc. Je pense qu'ils sont prêts à tout. Eh bien, c'est également ce qui pourrait se passer avec ces livraisons de missiles américains ou allemands pour détruire des lieux très stratégiques, puisque ce sont deux missiles, le missile allemand et le missile américain, qui seraient capables de provoquer l'explosion de centrales nucléaires. Ils ont la puissance suffisante pour y parvenir. Et on sait que ça fait partie des risques constants avec la centrale de Zaporijia, qui a été bombardée à très nombreuses reprises, comme l'avait été le barrage sur le Dniepr, qui avait été partiellement détruit et qui avait provoqué une très grande inondation en aval. Les décisions de mener des frappes sont prises par les pays qui ont fourni ces armes, n'est-ce pas? Alors les décisions sont prises uniquement par les pays qui fournissent les armes. D'une part, les armes à l'intérieur d'elles-mêmes ont des logiciels qui empêchent de se retourner contre celui qui fournit les armes, mais en plus, leur simple programmation est totalement confidentielle, c'est secret défense. Donc les pays ne laissent pas la possibilité de comprendre leur usage, à part des personnes qui sont habilitées. Et évidemment, il y a une telle crainte que parmi les troupes ukrainiennes, il y ait des Russes qui soient infiltrés et qui puissent connaître les secrets d'armes dont les développements ont été si chers et qui pourraient être stratégiques en cas d'escalade de la guerre. Donc ils ne laisseront pas la possibilité aux Ukrainiens d'en comprendre tous les secrets, et donc ça ne peut être que piloté par les forces américaines de l'OTAN, qui en réalité sont les seules habilitées à comprendre ce genre d'armes. Et c'est pareil d'ailleurs, vous remarquez que les avions qui sont proposés ne sont jamais les avions de dernière génération. Aussi bien Israël reçoit quasiment en même temps que les Américains les nouveaux avions F-35, furtifs, etc. Mais pour ce qui est des alliés secondaires, entre guillemets, des Américains, y compris dans l'Union européenne, ce sont toujours les vieux avions d'il y a de nombreuses années qui sont proposés parce que les Américains, en fait, ne proposent véritablement qu'à Israël d'avoir accès en permanence à leurs armes et à leur soutien le plus moderne. Parce qu'ils sont véritablement main dans la main d'un point de vue militaire. Mais en Ukraine, c'est un pilotage américain, OTAN, français, anglais, moins allemand, qui est quotidien en fait au niveau des forces armées. Je voudrais juste dire que l'ancien chef d'état-major de Zaloujny de l'armée ukrainienne a complètement disparu. Depuis des mois, il a disparu. Personne ne sait où il est. C'est très étonnant parce que s'il était russe et qu'il avait disparu au sein de l'armée russe, les médias régulièrement parleraient de l'horreur de la Russie qui fait disparaître ses chefs d'état-major, ses soldats, etc. Là, cet homme qui était acclamé pendant quelque temps disparaît complètement. Il était pressenti pour être ambassadeur d'Ukraine, donc un poste honorifique à Londres. Et manifestement, c'était pour le faire taire suffisamment longtemps avant de le faire disparaître. Et je pense que c'est le sort de toutes ces personnes qui savent trop de choses par rapport à Nord Stream, trop de choses par rapport à Kerch, trop de choses par rapport à Moukva, et qui pourraient un jour se retourner
et donner les informations à la Russie qui vont être assassinés un par un. Moi, je serais un haut gradé ukrainien au courant d'un certain nombre de secrets, je comprendrais que mes jours sont comptés, parce que évidemment, les pays de l'OTAN qui sont impliqués directement dans cette guerre n'ont pas envie que les Russes aient les preuves et des témoignages incontestables qu'en réalité ils mènent une guerre contre la Russie qui n'est pas simplement économique, diplomatique et économique. Et quand je dis diplomatique, je devrais également ajouter judiciaire, puisque je rappelle cet événement alors que aucun mandat d'arrêt contre Netanyahou, alors qu'il est en train de perpétrer un génocide à Gaza. En revanche, un mandat d'arrêt pour des raisons complètement farfelues a été émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, et un certain nombre de pays espéraient que la Mongolie, qui est signataire des accords dans le cadre de la CPI, allait arrêter Vladimir Poutine lors de sa visite d'État dans ce pays. Eh bien, il n'en a rien été. La Mongolie a décidé de passer outre les demandes et les injonctions, soit de refuser la visite à Vladimir Poutine, soit de l'arrêter une fois qu'il mettait les pieds sur le territoire. Eh bien, ça a été une visite grandiose avec un accueil magnifique, et on voit que de plus en plus de pays se rassemblent autour de la Russie, qui est de moins en moins isolée, contrairement à sa situation au tout début de l'opération spéciale. Donc on voit qu'en tout point, l'Occident a raté, l'Occident a complètement échoué, et maintenant, dans le cadre des BRICS, en plus, il risque d'avoir un coup fatal porté à l'euro puis au dollar, et d'où cette volonté d'escalade avec des armements, puisqu'en fait tout ça n'a qu'un seul objectif, c'est préserver l'hégémonie américaine, y compris en provoquant la destruction complète de l'Union européenne, qui est devenue plus que probable. Et on voit bien d'ailleurs les résultats le montrent, Von der Leyen qui reste présidente alors qu'elle a énormément de casseroles. Finalement, ils n'ont rien changé, c'est la même politique anti-russe, même pire qu'anti-russe, puisque c'est Kallas, l'ex-premier ministre d'Estonie, je crois, qui va être la chef de la diplomatie de l'Union européenne, et qui est quelqu'un qui est profondément russophobe. Donc le monde va dans une très mauvaise direction en ce moment, que ce soit au Proche-Orient et en Europe, et peut-être malheureusement bientôt du côté de la Corée et de Taïwan. Donc tout ça est à suivre évidemment, mais l'élection américaine sera plus importante que jamais, j'ai l'impression, cette année. Certains experts militaires affirment que les Ukrainiens ne seront pas en mesure de contrôler de telles armes de manière indépendante. Donc, en fait, il sera contrôlé par des spécialistes des pays de l'OTAN, utilisant des équipements de l'OTAN. Ou bien l'Ukraine devrait-elle des données. J'y viens. Ou bien l'Ukraine recevra-t-elle des données sur les cibles directement des satellites occidentaux? Alors déjà, il faut savoir que dès le début de l'opération spéciale, un grand nombre d'Ukrainiens ont profité massivement des possibilités d'accueil qui étaient offertes dans les pays voisins. Donc plusieurs millions d'Ukrainiens sont partis s'installer en Pologne, plus d'1 million sont partis s'installer en Allemagne, et quelques dizaines ou centaines de milliers sont partis en Angleterre, en France, en Suisse, en Espagne, un peu partout. Et en général, c'était surtout parmi eux les plus diplômés, les plus aisés, etc. Tous ceux qui, de toute façon, n'avaient pas vocation à servir de chair à canon. Donc, l'armée ukrainienne n'est pas aujourd'hui en mesure de trouver au sein du pays facilement des ressources avec à fort diplôme et à forte capacité
à piloter ce genre de missile. On voit bien les modes de sélection et ce sont des personnes relativement âgées, en général sous-diplômées, peu aisées et qui sont envoyées au front avec une préparation minimum. Donc, dans un premier temps, il y avait beaucoup de mercenaires et beaucoup d'officiers qui étaient là, mais de façon plus ou moins secrète et qui géraient les choses pour la mer Noire depuis Odessa, mais en pouvant aller très rapidement du côté de la Roumanie et au nord de l'Ukraine, au nord-est de l'Ukraine, pour aller très rapidement du territoire ukrainien vers le territoire polonais. On voit que les choses sont en train de changer, il y a de plus en plus de mercenaires, il y a de plus en plus de troupes occidentales qui sont impliquées. Alors qu'est-ce que ça veut dire des troupes occidentales? Ça veut dire des soldats d'active qui finalement changent au moment où ils passent la frontière de contrat. C'est-à-dire que leur contrat est officiellement annulé avec leur pays d'origine et ils ont un nouveau contrat avec l'Ukraine, mais évidemment tout ça se passe très bien pour eux puisqu'ils reçoivent beaucoup plus de salaire, beaucoup plus de garanties et évidemment la garantie quand ils reviendront dans leur armée d'origine d'avoir médaille, augmentation de salaire, etc. Puisque de toute façon l'Ukraine est entièrement sous perfusion. Elle n'est pas capable de payer son armée, elle n'est pas capable de payer ses fonctionnaires, elle n'est pas capable même de réparer les installations électriques, ferroviaires ou autres quand elles sont bombardées au fur et à mesure de l'avancée des Russes ou alors dans le cadre de frappes en réplique aux attaques du pont de Kerch, à Nord Stream ou à des infrastructures civiles. Donc les pilotage des missiles, des armes, depuis le début de l'opération spéciale, se font toujours sous la supervision des troupes OTAN. Et en particulier quand il y a eu les destructions de bateaux, même quand c'était des armes ukrainiennes, des ex-armes soviétiques modernisées, c'était toujours le choix des cibles, la manière de les atteindre, l'utilisation d'ailleurs pendant une longue période des systèmes Starlink pour atteindre de façon précise les cibles était entièrement réalisé sous supervision OTAN. Ça va s'accentuer de plus en plus maintenant au fil des mois et on sent que c'est véritablement l'OTAN qui est en guerre face à la Russie qui pour l'instant reste dans le cadre de son opération spéciale. On remarque que la Russie n'a pas du tout débordé du cadre de l'opération spéciale. Et c'est mieux dans l'intérêt de la stabilité du monde que la Russie n'annonce pas et ne déclare pas la guerre à l'Ukraine parce que tout changerait. Et la Russie n'a pas l'intention de déclarer la guerre à l'Ukraine puisque la Russie considère que l'Ukraine est vraiment un pays frère et ne veut pas, ou à minima, que le peuple ait à subir les conséquences de cette situation. Et d'ailleurs, si on regarde la vie à Kiev ou dans les villes à l'ouest de l'Ukraine, on remarque que la jeunesse dorée et les personnes aisées ont toujours leurs loisirs, leurs grandes soirées, leurs rave parties, leurs concerts, leurs matchs de foot, etc. Donc, c'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer comme étant la situation d'un pays en guerre. La guerre, en fait, ne considère véritablement que les Ukrainiens pauvres et les mercenaires, mais pas les riches, ni Zelensky et son entourage, qui sont, semble-t-il, devenus des ultra-riches au cours des derniers mois. On se rappelle de la femme d'un député ukrainien qui avait été intercepté à la frontière avec la Hongrie, avec plus de 30 millions de dollars et d'euros dans sa voiture. Donc il y a beaucoup de polémiques de ce côté-là. En plus de la censure sur la liberté de l'information, la liberté d'exercice des droits politiques, eh bien, il y a une corruption complètement folle. Et cette corruption, d'ailleurs, avait impliqué des sociétés américaines comme FTX. Et un certain nombre de personnes pensent à cet égard qu'il y avait eu beaucoup de financement du parti démocrate avec une lessiveuse à argent qui était censé aller vers l'Ukraine et qui en fait revenait au financement du Parti démocrate. Il y a une très forte implication de la famille Biden dans ces dossiers
Quelle est l'implication de la famille Harris et des gens qui la soutiennent? On ne sait pas. En revanche, ce qui est clair, c'est que le mari de Kamala Harris est très très impliqué dans ce qui se passe au Proche-Orient. Il est très proche des positions d'Israël. Donc on voit bien toujours que ce soit à l'intérieur des familles, quand c'est pas le dirigeant lui-même, qu'il y a une propension aujourd'hui chez les démocrates à la guerre, à la corruption, au mensonge, à la manipulation, et c'est vraisemblablement pour ça qu'ils se sentent si bien avec le régime de Netanyahou et avec le régime de Zelensky, et qu'ils ne supportent pas la politique russe qui est totalement différente à cet égard, puisque les Russes disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent depuis toujours, et en particulier depuis les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, je le répète, par les Européens, qui l'ont reconnu eux-mêmes, puisque lors de caméras cachées, eh bien, ils se sont laissés piéger.